Et différentes théories sur la formation de l'univers. Ah ouais, de tout temps, l'homme il est là, il se met dehors, il voit les étoiles, il voit la lune, le soleil et tout ça. Et la première putain de question qui se pose, c'est comment se fait? Ça, c'est le point de départ de toute démarche scientifique dans l'histoire de l'humanité. C'est un phénomène, l'homme est là, comment ça se fait? Au départ, il se contente d'une toute simple, c'est Dieu, c'est comme ça, c'est la nature. Et assez rapidement, il se pose des questions. Et dès l'Antiquité, on a des hommes qui ont regardé, qui ont observé, qui ont regardé le ciel, qui ont regardé le placement des étoiles. Vous savez qu'à peu près, la théorie comme quoi la Terre est plate, c'est une connerie qu'on a inventée. Hein. L'homme sait qu'il est sur une sphère depuis très longtemps. Il est même arrivé à calculer la circonférence avec pas trop d'erreurs dès le premier millénaire de avant notre ère. Et on a plusieurs auteurs, notamment grecs, qui vont par les observations décider, enfin dire que la Terre est au milieu de l'univers et que tu as tout le bordel qui tourne autour. À l'époque, on connaît 5 planètes, c'est déjà bien sur 8. J'ai envie de te dire, c'est plutôt bien. Connaître 5/8 d'un ensemble, je tiens à vous rappeler qu'à l'heure actuelle, on ne connaît même pas 5/8 de ce qu'il y a sous le 9 fond marin en 2023. Hein. Et donc voilà, c'est la théorie ptoléméienne. Voilà, et puis qui a fait Flores, parce qu'elle a duré plus de 2000 ans. Pendant 1500 ans, 2000 ans, on s'est dit, bon, la Terre est au milieu, il y a des trucs qui tournent autour. On avait déjà l'idée qu'il y a des trucs qui tournent autour de la Terre. Le problème, c'est qu'on avait l'image que la Terre était au centre de tout. En plus, ça s'accordait bien avec la théorie dominante en Occident catholique, qui est que Dieu a créé le monde, donc il a créé une Terre au milieu, et tout tourne autour. Il y avait déjà donc la notion qui tourne. Après, c'est Copernic, par ses démonstrations, qui a démontré que la Terre n'est pas au centre de tout, et que tout ne tourne pas autour. Bon, et ben, je dois vous avouer que ça a tous un truc dans les églises, mais l'avantage qu'il y a eu, c'est que ce pauvre Copernic a crevé quelques temps avant que son livre sorte. Et le livre est sorti à titre posthume. Et donc, le fait que le livre est sorti à titre posthume a évité qu'il prenne trop cher dans son cul. Différemment de Galilée qui, lui, vraiment, il a pris très très cher dans son fiac. Et même encore aujourd'hui, il n'a pas été absous par l'Église. Hein. Et son livre a même été interdit par l'Église catholique à l'époque. On va se dire que on a une Terre et que elle n'est pas au centre de tout et qu'elle tourne autour du Soleil, c'est quelque chose de révolutionnaire. Après, les grands débats, une fois que ça, scientifiquement, ça a été accepté que la Terre n'était plus au centre de tout, c'était la taille de l'univers et son expansion. Et il y a un truc qui a beaucoup aidé, c'est Einstein avec E égale mc2. En gros, pour résumer à gros traits la théorie d'Einstein, il a démontré que la masse a une énergie et que la masse, quand elle se déplace, elle augmente cette énergie. Voilà. Après, c'était la suite de travaux de Newton, d'autres physiciens du 18e, 19e siècle. Hein. Ne l'oublions pas. Mais ce truc-là dit que un objet lancé à une certaine vitesse augmente sa masse. Et que cette vitesse dépend de la masse, quoi. Par exemple, si tu jettes ta grand-mère du 3e étage ou une pomme, ce ne sera pas les mêmes rapports de vitesse, parce qu'il n'y a pas les mêmes rapports de poids entre ta grand-mère et la pomme. Capiche? Après, il y a eu une fois qu'on a eu tous ces débats sur la physique et tout ça, il y a eu la taille de l'univers. Est-ce que l'univers va s'agrandir jusqu'au moment où elle va se déchirer en deux et imploser, ou soit l'univers à une taille finie, arrêtée, et savoir qu'une fois qu'on a atteint cette taille maximale, un peu comme nous quand on a fini de grandir, bah ça s'arrête. Voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et là on part sur de l'infiniment technique, de l'infiniment loin. Et là encore aujourd'hui, les sciences sont là pour nous aider et faire énormément de progrès sur ces questions-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler peut-être du pire président de la République qu'on a eu de notre histoire, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Valéry, lui, il est né en 1926, en Allemagne déjà. Déjà, ça sent pas bon. Durant la Seconde Guerre mondiale, son père était un putain de collabo.
Bon, lui, il a un dossier de résistance défendable, mais l'énorme défaut de Valéry, c'est qu'il est pro-européen, mais pro-européen, mauvais pro-européen. Le genre de mecs qui ont comme idée que la France peut crever, c'est pas grave tant que l'Europe vit. C'est-à-dire que tu préfères que ton pays meure, se dilue dans une association supranationale au mieux de vivre. Quand il est ministre des Finances à partir de 1962 jusqu'au départ du général au pouvoir, puis après sous Pompidou, ministre de l'économie, hein, c'est pas un petit ministre, il va toujours aller dans le sens de toujours plus vouloir se soumettre aux institutions européennes, de vouloir le plus possible baisser son pantalon face aux organisations supranationales. Il est pro-américain à en crever, il est atlantiste à en crever. Dans une époque où on a des présidents souverainistes, c'est-à-dire qui veulent la grandeur de la France, t'as le ministre de la Finance, dès qu'il peut, il va se coucher pour essayer d'obtenir les honneurs du maître. Donc en 1974, il se fait élire. Il se fait élire comment? En profitant des divisions du camp majoritaire, du camp gaulliste, et en trahissant littéralement, en participant à la trahison de Chaban-Delmas, qui aurait été un bien meilleur président que lui. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être président? Bah déjà, avant d'être président, et j'ai oublié de parler d'un truc, 1973, il y a une loi qui passe, qui en gros, sans rentrer trop dans les détails techniques, fait que la Banque de France ne peut plus, s'il y a un souci financier, imprimer plus de monnaie pour faire un rajustement de la monnaie. Ça, c'est lui qui l'a fait. Ce qui fait que quand on n'a pas de banque centrale qui puisse faire tourner, réinjecter de l'argent dans l'économie, bah, s'il y a une crise, ça augmente l'inflation, c'est-à-dire augmenter les prix et tout ça. Donc quand il est président, bah qu'est-ce qu'il fait Bibi? Bah VGE, qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà il modifie le calcul du produit intérieur brut. On avait un calcul à nous qui était le plus... Il y a deux méthodes de calculer le produit intérieur brut, il y a la méthode américaine et il y a la méthode française. La méthode française est beaucoup plus proche de la réalité et beaucoup moins abstraite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la méthode américaine. Ce qui fait que calculer la richesse aujourd'hui est compliqué. Compliqué dans le sens où, bah, vu que l'indicateur il est baisé, tes indications elles sont baisées aussi. Il va être incapable de régler les problèmes du chômage. Il va construire une Union européenne qui va être un poids mort et une difficulté sans nom pour la France, et qui va être vraiment le fossoyeur, hein. Il va tuer le programme calcul, c'est-à-dire l'industrie informatique. À un moment, au milieu des années 70, niveau informatique, on concurrençait Silicon Valley, on était même devant eux. Et c'est ce qu'il a fait? Il l'a coulé. Voilà, il l'a coulé. Il a fait le regroupement familial aussi, qui était pas bon. Bah, c'est-à-dire on avait beaucoup d'immigrés. C'est la crise économique. Tu fais quoi quand tu as beaucoup d'immigrés? Bon bah tu leur expliques gentiment que c'est le moment de rentrer à la maison. Pourquoi pas avec des transferts de technologie, pourquoi pas des partenariats avec les entreprises françaises pour qu'ils puissent faire leur bisgo ici? Bah non. Eux, de un, il les faut au chômage parce qu'il n'est pas capable de gérer l'économie. Et en plus, ce tricard, il fait venir les femmes et les enfants. Il les parque dans des banlieues. Ce qui fait que ça va être une plaie sociale dans le cul de la France énorme. Après son mandat de président, bon bah, il va continuer à être dans l'Union européenne. Cette Union européenne qui a toujours, premièrement, appauvri la France, deuxièmement, n'a pas été dans les intérêts de la France, qui lui a détruit son tissu économique. Voilà un peu qu'est-ce que Valéry Giscard d'Estaing. Petit point concept. On entend beaucoup dans les études scientifiques la multidisciplinarité, la transdisciplinarité et la pluridisciplinarité. Alors, bon, on va galérer, on va parler des pluri, multi et trans. Bon, pluridisciplinarité, c'est un peu sandwich. C'est-à-dire que tu prends les disciplines et tu les entasses un peu comme un sandwich, tu vois. Une tranche d'histoire, une tranche de géographie, une tranche de sociologie. La multidisciplinarité est d'avoir l'intérêt pour plusieurs disciplines.
Mais l'approche la plus intéressante est la transdisciplinarité, parce que elle permet de croiser les sciences. Et voilà, c'est un peu comme un mélange. Sauf que contrairement à quand tu mélanges du chocolat et de l'ananas, ça ne s'annule pas. C'est-à-dire que les deux côtés bons des sciences ne s'annulent pas, mais s'ajoutent pour augmenter l'analyse. Donc oui, il faut une analyse transdisciplinaire, il faut une analyse transvision. Quand vous analysez un sujet, une réflexion, une problématique, cela permet, je le dis bien, cela va permettre de tirer le meilleur de chacune des sciences, de trouver des réponses à vos questions, et peut-être même des fois trouver plusieurs réponses à une même question. Et donc voilà, vous croiserez les réponses et là vraiment vous ferez vraiment une bonne popote intellectuelle. Toujours ça. L'objectif c'est toujours de faire de la bonne popote intellectuelle. Mais de la putain de bonne popote intellectuelle délicieuse. Hein. Parce que la réflexion c'est ce qui sauve l'homme. Voilà, ne l'oubliez pas. Réfléchir, penser, analyser, c'est ce qui va vous sauver et vous éviter beaucoup d'emmerdes.